Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, votre émission de décryptage et d'analyse sur les faits de l'actualité par les journalistes et éditorialistes de la place sur la RTB. Ce dimanche, trois sujets convoqués en débat. D'abord, la sécurité avec le terrorisme qui bouge des lignes vers l'est du pays avec l'attaque d'un poste des eaux et forêts et la mort d'un agent des eaux et forêts. Nous parlerons aussi de la visite du ministre français des Affaires étrangères au Burkina, Jean-Yves Le Drian, qui est venu réaffirmer le soutien de la France au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité sous nos latitudes. Et toujours sur ce volet sécurité, nous évoquerons cette traque de bandits dans la ville de Ouagadougou en début de semaine. Une traque qui a créé la panique dans des quartiers populaires comme Karpala. Deuxième sujet de débat à débat de presse ce dimanche, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir qui tente de se relancer malgré les guerres de leadership en son sein. Le parti de Blaise Compaoré peut-il s'affranchir de ces querelles intestines pour redevenir une nouvelle machine de reconquête du pouvoir d'État? On en parle dans débat de presse. Et enfin, troisième sujet, la Côte d'Ivoire avec le RHDP, le Rassemblement des Oufouettis, qui est en train de voler en éclats. Le PDCI RDA qui soupçonne son partenaire du RDR de ne pas vouloir respecter l'alternance pour 2020 dans le choix du candidat à la présidence de la République. Cette désunion du RHDP n'augure-t-elle pas le retour de vieux démons dans une Côte d'Ivoire qui a tant souffert de la guerre et de la division? On en parle également dans le débat de presse de ce dimanche. Sont venus pour le débat Hyacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour Fousseni. Merci d'être là. Deuxième invité à débat de presse, Lassane Ozewedraogo de Sidoya. Bonjour. Bonjour M. Kindo. Nous attendons également Ladji Bama de Reporter qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et quatrième invité, Boukari Oba de Mutation. Bonjour. Bonjour Kindo. Merci d'être là. On commence avec vous d'ailleurs, Boukari Oba, dans l'est du Burkina, une région que vous connaissez très bien. On a comme l'impression que les lignes du terrorisme bougent vers cette région avec en début de semaine l'attaque d'un poste des eaux et forêts. Comment vous analysez ce fait de l'actualité? Merci Kindo. Je crois que ce n'est pas aussi surprenant que ça aujourd'hui qu'on entende une attaque au Burkina, que ce soit à l'est, au nord ou au sud. Je crois que les Burkinabés, nos autorités, on doit se préparer à de telles situations partout sur le territoire national. Maintenant qu'on dise qu'il s'agit réellement d'attaques terroristes, moi, dans un premier temps, j'étais assez réservé. Jusqu'à ce qu'effectivement le ministre de la Sécurité, parce que c'est le ministre de la Sécurité qui le dit, que c'est certainement une attaque terroriste et que ces terroristes-là seraient venus du Niger parce que là-bas, effectivement, ils sont acculés. Parce qu'on sait que dans la semaine, le Niger aussi a été victime d'une attaque terroriste, en tout cas une attaque de leur force de défense et de sécurité après ce qui s'est passé à Ouagadougou. Et peut-être qu'après ça, il y a eu des représailles, une tentative de report de la part des forces de défense et de sécurité nigériennes. Et donc, en ce moment-là, on peut imaginer naturellement qu'effectivement, des terroristes, des bandits qui étaient dans cette partie nigérienne-là puissent se replier sur le sol burkinabé. Et vous savez très bien la proximité entre la région est de notre pays et puis le Niger. Donc, on peut imaginer effectivement que ce soit des terroristes venus de ce côté. Sinon, personnellement, j'ai encore quelques réserves quant à qualifier ça d'acte terroriste. Souvent, j'utilise l'expression de type terroriste parce que ce soit réellement terroriste ou autre chose, c'est que ça nous terrorise. Aujourd'hui, qu'il y ait une attaque quelque part, ça crée la peur, ça crée la panique. Donc, naturellement, c'est des types terroristes, mais véritablement, pour parler réellement d'attaque terroriste, il faut savoir les motivations réelles de ceux qui ont attaqué. Il faut connaître les auteurs de l'attaque, alors qu'aujourd'hui, ce sont des informations qui nous manquent pour faire une vraie analyse sur ce qui s'est passé à l'Est. Surtout que l'attaque n'a pas été pour le moment revendiquée. Hyacinthe Sanou, votre analyse sur ce sujet, est-ce que vous avez des doutes, comme Ouoba, que ce soit véritablement une attaque terroriste? Lui, il parle d'attaque de type terroriste. Alors, j'ai de plus en plus de certitude qu'il s'agirait en tout cas d'attaques de type terroriste, comme le dit Ouoba, parce qu'on a un certain nombre de données
qui permettent en tout cas de croire qu'il s'agit d'actes terroristes. On a déjà la sortie, comme l'a dit le ministre de la Sécurité, qui a donc fait cas des actions énergiques de l'armée nigérienne qui a contraint ces troupes-là, qui ont été signalées depuis donc début janvier dans la forêt, dans la zone là-bas. Des groupes ont été signalés, donc installés là-bas. Il y a d'abord eu la première attaque mi-février, donc qui a causé la perte en vie humaine donc d'un policier et 2 autres qui ont été blessés au niveau de Natiabani entre Pama et Fada. Il y a eu cette attaque donc en moins d'un mois. On a perdu donc 2 hommes, un policier et un forestier. Il y a aussi quelques attaques sporadiques parce que le même poste de forestier donc, a été attaqué une semaine plus tôt par des individus, le même type. Ils sortent donc de la brousse, ils tirent sur le poste. S'ils le réussissent, ils ont amené notamment 2 motos la semaine dernière. S'ils ne réussissent pas, ils détruisent les biens donc, qui sont sur place et ils rentrent encore dans la forêt. Ces groupes-là ont été signalés depuis maintenant, début janvier. Et lorsqu'on regarde un peu l'action qui est menée contre le terrorisme d'une manière générale dans la sous-région, il y a deux données pour moi qui peuvent expliquer en tout cas qu'il pourrait s'agir de terrorisme. Il y a d'abord cette fronde-là, on a déjà l'opération donc Pagnali qui court actuellement à la zone transfrontalière entre le Burkina, le Niger et le Mali, qui contraint ces troupes-là, qui réduit en tout cas leur territoire. Il y a aussi cette action du Niger en premier lieu, mais en second lieu, il y a aussi un peu ce conflit donc, entre les têtes du terrorisme pour moi. Il y a donc ceux-là qui se réclament de l'État islamiste et ceux-là qui se réclament d'AQMI, qui ne peuvent pas coopérer sur un terrain. Donc, ce qui oblige à conquérir de nouveaux territoires. En passant par le Niger, la première porte d'entrée, c'est l'Est. Il y a l'avantage d'avoir une zone assez boisée. Aujourd'hui, le ministre l'a dit lui-même, ils sont au courant de leur mouvement, mais la question est d'aller les prendre parce que la zone est assez donc dangereuse. Je pense que on peut en tout cas inscrire ces différents actes qu'on a vus donc dans la zone par une volonté de s'implanter dans la zone, déjà de chasser tout ce qui a comme représentation de l'autorité en termes de forces de défense et de sécurité. C'est d'abord les forestiers, c'est d'abord les policiers, et ensuite donc de pouvoir conquérir comme on l'a fait donc une parcelle de territoire, donc comme ils ont essayé de le faire au Sahel. Donc je pense que l'un dans l'autre, on peut être fondé en tout cas à penser que c'est des actes terroristes, quitte maintenant à ce que l'État burkinabé puisse réagir en conséquence pour pouvoir donc contrer ces individus-là. Oui, Lassane Ouedraogo, est-ce qu'il faut craindre que certainement la géographie de ces zones-là ne puisse pas faciliter la tâche à nos forces de défense et de sécurité? Car si ces bandits et autres terroristes s'installent dans ces zones, est-ce que vous pensez que la riposte pourrait effectivement nous rassurer que quelque part on pourrait se débarrasser d'eux? Parce que si on les laisse s'installer, on ne sait pas ce qui peut arriver. Oui, les données sont en train de changer en matière de terrorisme au Burkina Faso parce qu'avant c'était le Sahel qui était frappé, un peu vers aussi la région du Nord qui a essuyé un certain nombre d'attaques. Nous voyons qu'aujourd'hui, vraiment, les choses sont en train d'évoluer vers l'Est parce que vous savez que la région de l'Est, c'est une région un peu vaste avec des forêts où vraiment les djihadistes, les terroristes peuvent facilement se réfugier. Oui, et puis, vous pouvez faire 60 km sans rencontrer un village. Un village, voilà. C'est vraiment une région très vaste avec vraiment, comme je l'ai dit, des forêts. Et beaucoup de données sont en train peut-être de nous démontrer qu'il s'agit peut-être des actes terroristes parce que le mode opératoire, pourquoi? Puisque si vous voyez ceux qui sont visés, ce sont les représentations de l'État. Un poste des eaux et forêts qui avait été d'abord dans la même semaine attaqué avec des motos emportées et qui reviennent pour ces mêmes individus armés non identifiés qui reviennent et qui attaquent avec à la clé un décès d'un eau et forêt. Et puis aussi, comme Yacine le disait, en dehors de la cible, qui est quand même une représentation de l'État, ces opérations menées au Niger qui ont quand même porté un coup dur à ces terroristes qui peut-être peuvent expliquer qu'ils puissent un peu se replier vers la région de l'Est qui est quand même une région frontalière avec le Niger. Ce qui veut dire quand même que le Burkina Faso doit s'organiser à faire avec cette nouvelle donne qui amène vraiment la carte géographique du terrorisme qui
bouge actuellement vers l'Est et que, bon, vraiment, il faut faire avec et puis travailler à ce que vraiment la riposte soit à la hauteur vraiment de l'évolution de l'hydre terroriste au Burkina Faso. Oui, et au bas, on l'a vu, on a attaqué des postes de gendarmerie, on a attaqué des postes de police, on a attaqué des forestiers, des douaniers. Finalement, personne n'est à l'abri pour nos forces de défense et de sécurité. Oui, bien sûr. C'est pourquoi il faut d'ailleurs qu'il y ait une vraie coordination entre toutes ces différentes forces-là. Parce qu'en parlant de sécurité, de défense, tout de suite on voit les bérets rouges, donc les forces armées. Mais au-delà de ça, c'est toutes ces forces-là qui doivent pouvoir composer ensemble, que ce soit les eaux et forêts, que ce soit la douane, qui sont aussi des hommes qui sont présents sur le terrain. Voilà, ils ne sont pas que en ville, ils ne sont pas que dans des bureaux. Et c'est des gens même qui peuvent être ciblés par des groupes assez spécifiques. Quand vous prenez les forestiers, il peut y avoir des braconniers. Voilà. Vous savez, la région de l'Est particulièrement est une région de chasse. Donc, ils peuvent avoir maille à partir avec des braconniers, des chasseurs. Quand vous prenez les douaniers, donc naturellement, c'est des gens qui ont maille à partir avec des fraudeurs, qui ne sont pas des enfants de cœur. Donc, dans une période d'insécurité ambiante généralisée, comme on le voit au Burkina, tout le monde peut profiter de la situation pour tirer le maximum de gains possibles. Donc, il faut mettre tous ces facteurs-là ensemble et conjuguer les efforts pour faire face à cela. Donc, réellement, je pense qu'une coordination entre les eaux et forêts, entre la douane, entre les forces de défense et de sécurité, ça devait nous permettre de mieux faire face à la situation que de penser que la sécurité est tout simplement une affaire des militaires. Voilà. Oui, et vous parlez bien de le dire, coopération, ce qui nous donne une transition vers la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui était là courant cette semaine. Jean-Yves Le Drian qui estime que la coopération, c'est la meilleure riposte au terrorisme. Votre lecture de ces propos et de même cette visite qu'on dit diplomatiquement venir présenter ses condoléances tout en sachant que, bon... Que quoi? 3 points de suspension. Alors, je n'ai pas bien compris le bon, mais juste pour réagir par rapport à la visite d'une manière générale de Jean-Yves Le Drian, je dirais que déjà le principe de coopération, c'est une vérité de la palisse. Aujourd'hui, l'union fait la force. On a vu un peu, je parlais tantôt de l'opération Payali, c'est bien le G5 Sahel qui l'amène. Les actions tout ce qui a comme action en tout cas qui porte contre le terrorisme, c'est une action qui est concertée, une action qui est donc faite à travers une synergie au niveau déjà de certains États, mais également avec des forces étrangères, notamment la France et les États-Unis. Donc forcément, la coopération est l'une des solutions, en tout cas, à une réponse conséquente. Maintenant, sur la visite, je pense qu'elle est, comme vous l'avez dit, diplomatique. Elle intervenait 2 semaines, jour pour jour, après donc, les événements. Je pense qu'elle était quelque part obligatoire, en tout cas, parce que la France a été touchée elle-même, donc à travers donc l'attaque de l'ambassade de France. Il fallait qu'une autorité française, en tout cas, se déplace. C'est la personne donc du ministre des Affaires étrangères. Il a réaffirmé le soutien de la France et traduit ses condoléances. Et je pense que ce qu'on peut retenir, en tout cas, c'est que c'est cette volonté, en tout cas, d'aider le Burkina si le Burkina exprime ses besoins, mais également donc la volonté de continuer le financement des projets français au Burkina, ce qui donc est rassurant pour ceux qui pouvaient craindre donc après ces attaques-là, on puisse avoir une certaine baisse de régime dans ce domaine. Donc je pense que l'un dans l'autre, en tout cas, cette visite est intéressante. Il faut maintenant observer le comportement des deux parties dans l'avenir. Oui, et d'aucuns observateurs ont estimé que la visite intervient 2 semaines après les attaques de l'ambassade de France, de France au Burkina et de l'état-major. Et peut-être que les Français auront pu plus tôt réagir que d'attendre 2 semaines. Est-ce que non, il y a eu des réactions. Le président Macron a réagi, Jean-Yves Le Drian lui-même a réagi. Maintenant, on veut toujours, ça c'est un débat vraiment qui est là. C'est qu'on veut que les gens se déplacent eux-mêmes. Le Niger et le Mali, c'est pas la même distance que Ouagadougou, que la France, et ça entraîne d'autres
il y a d'autres mesures qui rentrent en ligne de compte. Vraiment, je ne pense pas qu'il y ait lieu de débat dessus. Il y a bien des réactions donc, du chef de l'État français et aussi des autorités françaises, de compassion et également de réaction depuis l'attaque. Je pense que le timing est dû peut-être à une question de préparation parce que c'est une visite que nous, peut-être on prend avec émotion, mais derrière, il y a eu tout un travail diplomatique, tout un travail de préparation. Chaque mot, chaque action de Jean-Yves Le Drian à Ouagadougou a été pesé et repesé par ceux-là qui sont chargés de la question en France avant qu'ils ne fassent déplacement et ça s'inscrit dans une tournée ouest-africaine. Donc je pense qu'il n'y a pas lieu, autre mesure en tout cas, de débattre sur le temps. Oui, Lassane Osé Ouedraogo. Oui, c'est une visite qu'il fallait s'attendre parce que dans cette double attaque contre l'ambassade de France et puis contre l'état-major général des armées du Burkina Faso, il y a les intérêts français qui ont été visés, qui a été l'ambassade de France. C'est vrai, il y a eu quand même des réactions parce que le président français, juste au lendemain de l'attaque, a appelé le président burkinabé, ils se sont communiqués au téléphone. 2 semaines après, moi je ne pense pas que ça soit trop tard parce que l'objectif c'était surtout de venir au-delà de la coopération, venir voir les intérêts français touchés, porter et en quelque sorte encourager et soutenir le Burkina Faso par rapport à cette attaque et surtout réaffirmer la nécessité de la coopération dans la lutte contre le terrorisme parce que c'est un mal transfrontalier. Un seul pays ne peut pas s'élever pour en quelque sorte combattre le terrorisme. Voilà pourquoi le G5 Sahel que la France soutient, voilà pourquoi lors de sa visite aussi, il a réaffirmé le soutien de la France pour le G5 Sahel. Mais au-delà de ça, il faut aussi dire que dans cette coopération, il serait vraiment nécessaire que tous les acteurs puissent jouer franc jeu. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certains acteurs, un certain nombre d'observateurs qui disent que la France joue double jeu. Quand vous voyez des médias français qui estiment que Yaga Gali, qui semble être impliqué un peu dans les attaques de Ouagadougou, jouit d'une certaine protection de la France à travers l'Algérie. Donc il est vraiment nécessaire que tous les acteurs, tous les partenaires dans cette lutte contre le terrorisme puissent jouer franc jeu afin que vraiment le G5 Sahel puisse vraiment être, la force puisse être opérationnelle et que tout ce qui peut donner comme information dans cette lutte-là puisse être fait de façon opérationnelle et de façon transparente. Boukari Ouba, franc jeu, sincérité, franchise, c'est aussi votre avis? Oui, nécessairement. C'est un partenaire et surtout dans ce domaine de la sécurité. Quand vous êtes partenaire, quand vous collaborez, vous avez besoin de mieux vous connaître pour vous ouvrir. Alors que là, on a l'impression que nous, on nous connaît de l'intérieur, alors que nous, on connaît moins notre partenaire, ce qui n'est pas de nature certainement à faciliter, à fluidifier la coopération. Donc, je pense qu'on a besoin aussi de savoir exactement qui est la France en matière de sécurité, qu'est-ce qui vaut les présomptions ou du moins les suspicions qu'on porte sur la France par rapport à des prétendues relations avec X ou Y. Donc c'est là important. On ne va pas balayer ça du revers de la main, mais bon, en attendant, il y a des choses qui semblent concrètes. On parle de G5 Sahel, il faut voir exactement qu'est-ce qu'il en est, quelle est la contribution de la France dans cela. Moi, je crois que ça ne va pas au-delà de ça. Cette visite, qu'il soit venu ou bien qu'il ne soit pas venu, moi personnellement, ça ne me marque pas outre mesure. Et je ne vois pas, il y a beaucoup d'autres chefs d'État qui auraient pu venir, qui ne sont pas venus, même si 2 chefs d'État africains ont représenté des organisations. Donc au nom de tous ces chefs d'État-là, bon, d'autres auraient pu venir, mais ils ne sont pas venus, on n'en fait pas un débat. Donc que la France soit venue ou pas, pour moi, ça ne devait pas être... on ne doit pas en faire une fixation, quoi. Voilà. Oui, autre sujet toujours en lien avec l'insécurité, c'est la brigade anticriminalité de Ouagadougou qui, dans la nuit du 13 au 14 mars dernier, a abattu un individu, semble-t-il, dans le quartier Karpala, qui était en possession d'armes à feu et la police, qui avait communiqué en son temps d'ailleurs sur le sujet, estime que c'était des braqueurs qu'ils ont tenté
d'arrêtés qui ont pris la fuite. Lassané, on le voit, quelque part, ces patrouilles que ces forces de sécurité mènent dans la ville de Ouagadougou payent ou commencent à payer, si on peut le dire ainsi. Oui, il faut saluer ces actions de la BAC quand même qui patrouille dans les quartiers de Ouagadougou. Et je pense que ce que vraiment le communiqué de la police nous révèle, si c'est vraiment le cas, il faut dire que Ouagadougou, nous sommes dans une situation d'insécurité. Parce que deux personnes qui détiennent au travers une Kalachnikov, des pistolets automatiques avec des chargeurs bien garnis et qui écument les quartiers de Ouagadougou et à des heures un peu indues pour en quelque sorte inquiéter des citoyens honnêtes. Nous pensons que c'est vraiment intéressant que la BAC puisse multiplier ces genres d'opérations parce qu'à ce rythme, Ouagadougou serait comme Washington où chacun a son arme qui sort et tire sur qui il veut, selon ses humeurs. Voilà, c'est vraiment très grave. Une Kalachnikov, c'est pas donné à n'importe qui d'en avoir. Donc vous fustigez cette circulation des armes légères dans la ville. Peut-être pour vous, l'État doit être assez plus regardant. Oui, plus regardant. Moi, je pense que les Kalachnikov, ça va au-delà même des armes légères. Parce que quelqu'un qui détient une Kalachnikov avec une cinquantaine de munitions, c'est vraiment un élément dangereux qu'il faut neutraliser. Et je salue vraiment l'action de la BAC qui est arrivée à neutraliser cet élément, même si l'autre est toujours en cavale. Voilà. Donc, nous pensons que c'est une action à saluer, une action à multiplier, et surtout dans la ville de Ouagadougou, vraiment, les armes circulent, où l'insécurité est vraiment actuellement grandissante, de telle sorte que les gens puissent être en sécurité, travailler dans la quiétude. Oui, Hyacinthe Sanou, est-ce que c'est inquiétant ce que nous voyons et en même temps rassurant parce que les patrouilles portent fruit, et même si certains déplorent que ce ne soit pas parfois toute la ville qui est quadrillée. Alors déjà, il faut souligner que l'individu n'a pas été abattu, il a été donc pris par la BAC. C'est ce qui peut laisser espérer donc, que l'enquête puisse permettre de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc, et on a parlé donc, entre autres de risques, que ce soit en tout cas plus un braqueur qu'autre chose. Je pense que il faut faire la part des choses peut-être entre le sentiment dans lequel on peut se retrouver aujourd'hui avec tout ce qu'il y a eu comme événement à Ouagadougou, même que le Burkina a vécu du fait du terrorisme et le banditisme d'une manière générale. Ça n'a pas commencé aujourd'hui le banditisme. On parlait de l'Est à l'instant. Il y a quelques années, on parlait, il y avait des zones qui étaient pratiquement infréquentables à partir de 18 h du fait du grand banditisme des coupeurs de route qui sévissaient. Ouagadougou, il y avait aussi des actions à l'intérieur de Ouagadougou. Ce n'est pas la première fois que la BAC prend des individus plus ou moins, qui a échangé de tirs à Ouagadougou. Donc je pense qu'il faut faire la part de ça, la psychose même qu'on peut recevoir, qu'on peut ressentir aujourd'hui, et les faits. Aujourd'hui, le maillage sécuritaire de la capitale est plus ou moins, on le ressent encore plus en tout cas depuis le 2 mars, on voit un peu les patrouilles à l'œil nu. Bien vrai que, voilà, comme vous le dites, on peut discuter de l'efficacité de ce maillage sécuritaire, mais je pense que c'est déjà un pas. Il faut espérer donc que ce maillage-là soit, que ce soit ce qui est visible, ou j'espère aussi ce qui n'est pas visible, que ce soit efficient, pour qu'on puisse mettre hors d'état de nuit et les terroristes et les bandits qui, eux, perdus depuis longtemps, qui étaient bien là et qui vont continuer et qui profitent peut-être de la terreur qu'on ressent. Parce que dès qu'on dit qu'il y a coup de feu aujourd'hui, tout le monde fuit. Et aujourd'hui, il y a des individus qui profitent de ce genre d'action, de ce genre d'événements. Donc je pense qu'il faut en tout cas saluer déjà cette action. Il faut espérer qu'elle puisse se multiplier parce que cela voudrait dire en tout cas qu'il y a un maillage sécuritaire qui est bien fait et bien huilé qui permet de prendre. C'était une simple patrouille au niveau donc, du chef de Satom dans la zone qui a donné lieu à cette arrestation et même à ces gens de coups de feu. Donc je pense que en tout cas c'est une preuve que ça marche, même si ça marchait avant. Mais aujourd'hui en tout cas c'est de nature à plus rassurer aussi plutôt qu'à inquiéter parce qu'on peut dormir donc tranquille de plus en plus. Dehors, les gens veillent sur notre sommeil. C'est le message qu'on doit pouvoir tirer de cette action. Oui, est-ce que c'est les signaux également que vous avez, Boukari Ouba?
Oui, je on veille crois sur que notre sommeil. c'est important dans ce contexte-là. Chaque fois qu'on voit que les agents de sécurité arrivent à mettre la main sur quelqu'un, dans tous les cas, c'est comme Yassine le dit, au-delà du terrorisme, Ouagadougou, c'est une ville où les bandits pilulent. Voilà. Il faut se le dire clairement, même si peut-être ce qui devient inquiétant, c'est de voir que ces bandits-là possèdent des armes, et des armes d'une certaine nature, des armes de guerre. Et là, il faut se poser la question, quelles peuvent être les sources. On a parlé justement du démantèlement du RSP, des armes qui ne seraient pas encore entrées jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas sûr qu'on ait fait réellement le point sur ces armes-là, et il peut bien avoir d'autres circuits d'entrée d'armes, alors qu'avant c'était beaucoup plus des armes de fabrication locale dans des pays voisins, et ça entrait. Mais là on voit que c'est des armes de guerre. Donc il y a lieu véritablement de regarder par rapport aux sources d'armement de ces bandits-là. Je note que c'est très important le fait que l'individu ait été maîtrisé et non pas abattu, parce que quelque part c'est même une perte lorsqu'on abat un individu comme ça. On n'arrive plus à savoir réellement qui il était, avec qui il travaillait, quelles étaient ses intentions, quels sont leurs projets. Donc ça ne nous rapporte pas grand-chose. Donc cette arrestation marque une étape également dans absolument, c'est très important. J'encourage à la différence peut-être de ce qui s'est passé à Di, où je crois qu'il y a un individu qui a été abattu là-bas, peut-être qu'il était beaucoup plus dangereux. C'est dommage parce que dans ces conditions-là, les forces de défense et de sécurité déjà qui sont sur les nerfs, c'est normal, la situation a atteint un certain niveau d'inquiétude. Donc, mais lui, il a retiré l'arme du douanier. Absolument, d'après les informations en tout cas oui, qui nous il ont aurait été retiré l'arme du douanier. C'est ce qui s'est dit, voilà, parce que nous n'y étions pas. Selon le communiqué, les informations, effectivement, il aurait arraché l'arme. Le gouverneur de la région, la Boucle du Moun, a communiqué hier sur le sujet. C'est ça l'information officielle. Donc, il aurait arraché l'arme. Donc, ça n'est suivi cette riposte qui lui a coûté la vie. Donc, je dis, c'est beaucoup plus important d'arriver à maîtriser ces gens d'individus et de tenter de leur soutirer des informations. Ça va nous servir beaucoup plus pour l'enquête que de se contenter de les abattre. Voilà, je crois qu'abattre un individu, ça doit être certainement le dernier recours. Voilà, quand on peut vraiment plus faire autre chose que de l'abattre. Donc ici, le monsieur qui a été maîtrisé, moi j'ose espérer qu'à partir de lui, on va pouvoir avoir plus d'informations et que ça va servir davantage au renseignement. Oui, une nouvelle étape dans la lutte contre l'insécurité à Ouagadougou et ses environs, pour vous également, Osé Ouedraogo. Oui, c'est comme les autres l'ont dit, hein, l'insécurité, il y en avait, et il y en a toujours, mais c'est comme Ouba l'a dit, c'est les armes utilisées. Voilà, sinon, quelqu'un qui s'arrête avec un gourdin, qui se met dans la pénombre et puis qui attend quelqu'un pour peut-être l'assommer et prendre sa moto 135, c'est l'insécurité. Maintenant, jusqu'à ce que des gens aient maintenant des armes de guerre pour peut-être écumer les rues, c'est ça qui est peut-être inquiétant. Et donc, il faut saluer, comme on l'a dit, l'action des FDS, qui se faisait avant. Peut-être que c'est la communication qui manquait. Voilà, c'est parce que ces derniers temps, lorsque quand même la police fait un certain nombre d'opérations avec un bilan fructueux, ils communiquent là-dessus. C'est peut-être dans le passé la communication qui manquait. Sinon, il n'est pas rare que vraiment on entende des coups de feu dans la ville, dans certains quartiers de la ville, et puis le lendemain, bon, peut-être à travers les réseaux sociaux ou bien de bouche à oreille, on entend que des gens ont été appréhendés. Voilà. Donc c'est l'information ou bien la communication officielle qui manquait. Et nous pensons que peut-être la police va travailler aussi sur ça et surtout mieux accentuer ces genres d'opérations dans les quartiers de Ouagadougou. Oui. Et deuxième sujet plutôt de débat après la sécurité, nous allons aborder le CDP qui semble avoir retrouvé son unité après cet épisode de guerre de leadership qui de Achille Tapsoba, Léonce Konéou, Edi Komboibo. Et finalement, c'est Edi Komboibo, semble-t-il, qui a pris le dessus. Et aujourd'hui, ils sont résolus à la reconquête du pouvoir d'État qu'ils ont perdu en octobre 2014 avec leur congrès déjà qu'ils annoncent pour les 5 et 6 mai prochains. Et est-ce qu'on peut croire au
CDP nouveau? En tout cas, le CDP veut qu'on y croit et le CDP y croit, si on en croit en tout cas l'ambiance de la conférence de presse, parce que le message était clair, le CDP unifié en tout cas, qui va à la conquête de 2020. On a vu en tout cas à cette conférence-là, à la même table, Achille Tapsoba et Idi Komboko qui répondaient aux questions des journalistes, donc qui se murmuraient donc par moments, lorsqu'on regarde les images, donc, qui montrent une certaine cohésion retrouvée à la tête de l'ex-parti au pouvoir. Je pense que c'était le premier message qu'il voulait passer à travers la conférence de presse. Donc, le second, pour moi, serait peut-être ce soutien-là à les camarades qui sont dans le dossier de push, parce qu'ils n'ont pas manqué de le souligner. Donc, ils sont dans le dossier qui va réouvrir le 21 mars. Il y a ce soutien, ce clin d'œil-là qui a été fait aussi aux cadres du parti qui ont été à un moment donné, en tout cas, dont Edi lui-même, qui ont été à un moment donné emprisonnés. Et enfin, je pense que vous l'avez dit, Edi lui-même l'a dit, la solution à tous nos problèmes aujourd'hui, c'est que le CDP revienne au pouvoir. C'est le message qu'ils ont traduit. Donc, je pense que c'était dans cette optique-là pour préparer les esprits. Bien sûr, pour l'instant, on ne sait pas éventuellement la candidature officielle du CDP serait incarnée par qui, mais je pense que c'est pour préparer les esprits donc, en amont des 5 et 6 mai donc, prochains. On aura donc un grand congrès de l'ex-parti au pouvoir, un grand show de l'ex-parti au pouvoir pour désigner donc leur champion qui va aller à la reconquête du pouvoir perdu. C'est tout simplement sur cette base que je parle, surtout que ça se tient à un moment donné où dans des partis donc plus ou moins conquérants sur la scène politique, il y avait donc des conférences de presse qui avaient été programmées, qui n'ont pas pu se tenir pour des bisbilles internes, notamment je veux parler des jeunes MPP. Donc je pense que l'un dans l'autre, il faut prendre cette conférence de presse. Donc, les jeunes du MPP ont communiqué, il semble que une partie. Il y a deux parties. Il y a une partie qui a bien pu finalement tenir sa conférence. L'autre n'a toujours pas pu tenir une conférence. Donc, je pense que c'était un peu pour essayer, pendant que de l'autre côté, il y a des divisions. Chez nous, c'est l'unité parfaite parce que c'était à la limite bras dessus que Achille et Edi ont donc animé la conférence de presse. Je pense que c'est le principal message que voulait nous livrer le CDP. Oui, Boukari Ouba, on l'a vu également au cours de cette conférence de presse, Achille Tapsoba qui estime que pour l'élection du président du CDP, avant, les choses se passaient par acclamation ou à main levée. Voilà. Peut-être que cette fois-ci, on va revenir à des fondamentaux de la démocratie et que, quelque part, le CDP est en train de s'affranchir certainement des méthodes Blaise Compaoré. Oui, il fallait s'y attendre. Quelque chose quand même doit changer au CDP et ça va changer. Ce ne sont plus tout à fait les mêmes acteurs, même s'ils ne sont pas totalement partis. Mais le parti même a besoin réellement de changer, de revoir ses méthodes. Je crois qu'ils sont dans ça. Je me rends compte surtout qu'ils ont été bien inspirés de revenir à cette union-là parce que ce qui allait être fatal pour le CDP, c'est ça. Vous savez, il ne faut pas se mentir, l'insurrection n'a pas du tout tué le CDP. Le putsch qu'il y ait des CDPistes qui soient en prison ou pas, ça n'a pas du tout tué le CDP. Le CDP reste une force politique au Burkina Faso et le CDP, c'est tout au moins la troisième force politique. Donc, ce n'est pas un parti qui peut disparaître comme ça. C'est un parti qui a des bases solides, mais ce qui va tuer le parti, ce qui aurait pu tuer le parti, c'est au niveau de la tête. Si eux qui doivent donner la direction ne s'entendent pas, donc naturellement le CDP va mourir. Vous imaginez si avec la guerre qu'on a suivi ces 2 jours-là, si on s'était retrouvé avec un CDP renouveau et puis un ancien CDP, donc 2 CDP, c'est sûr que ni l'un ni l'autre ne va faire réellement le poids devant les autres partis. Donc là, véritablement, ils ont été, mais est-ce que Boukari Ouba, là aussi, il n'y a pas peut-être l'ombre de l'ancien président Blaise Compaoré qui pèse lourdement sur le CDP? D'un côté, vous avez dans cette guerre de leadership qu'on a connue, chaque parti se référait à Blaise Compaoré. Est-ce que finalement, le CDP ne peut pas s'affranchir de Blaise Compaoré pour véritablement devenir un parti qui s'assume? Non, on croyait justement que c'était ça l'option Edi.
parce que les autres accusaient les anciens, les Achille, les Léonce Koné, effectivement, d'être toujours ceux qui sont accrochés peut-être à Blaise Compaoré, alors que là, on a plus ou moins quelqu'un de jeune, de nouveau, qui veut faire les choses autrement. Mais on se rend compte que le cas Eddy n'est pas non plus une rupture. Personne ne va proclamer comme ça la rupture avec Blaise Compaoré ou avec sa famille, tout simplement. Peut-être que les choses vont se faire dans le temps, avec tact. Sinon, je ne vois pas du tout se débarrasser du CDP, du moins de Blaise Compaoré aussi facilement. Il est avant tout le fondateur, si vous le voulez, du parti. Et on sait comment les partis politiques fonctionnent dans notre pays. Celui qui a fondé le parti, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Donc, si aujourd'hui il se retrouve, moi je pense que réellement il y a encore cet attachement-là à Blaise Compaoré, mais peut-être le temps nous le dira un peu plus lorsque viendra peut-être le moment de choisir un candidat. Il n'est pas exclu qu'il y a encore des débats houleux qui permettent de voir si éventuellement des consignes vont venir d'Abidjan ou pas. Oui. Oui. C'était juste ma préoccupation. Est-ce que le CDP aujourd'hui a intérêt à s'affranchir de Blaise Compaoré? C'est toute la question, parce que dans son organisation, le principal poumon donc, qui permet au CDP d'avoir cette structure, c'est encore Blaise Compaoré. Donc, je ne sais pas, après, avec sa statut de mentor et de fondateur, est-ce que le CDP a intérêt encore à s'affranchir pour l'instant de cette image? Parce qu'on l'a vu aussi dans cette conférence de presse, donc, même dans les pics lancés donc, contre le pouvoir actuel, notamment sur le PNDS, où ils disent que non, ce sont les chantiers de Blaise Compaoré que le pouvoir actuel est en train de finir. Et ils doivent maintenant dérouler leur PNDS pour qu'on voit en fait de quoi ils sont capables. Donc je pense que pour le discours que le CDP veut peut-être aujourd'hui prôner, c'est qu'il y a des acquis, en tout cas dans le système Compaoré et dans la mise en œuvre du système Compaoré qu'ils veulent consolider. Bien sûr, il faut à un moment donné, avec les événements en tout cas de 2014, rompre avec certains hommes. Mais je ne pense pas que sur le terrain, dans la pratique, en tout cas, le CDP puisse s'affranchir, parce que pour moi, en tout cas, même le candidat désigné, en tout cas, qui sera désigné en mai prochain, devra à une certaine mesure avoir l'onction d'Abidjan, parce qu'il y a certaines sphères du parti qui restent quand même dévolues à l'ancien président. Oui, Lassane Osé. Oui, je pense que lors de cette conférence de presse, comme nous l'avons tous constaté, le message principal était l'unité affichée au sein du CDP. Et le CDP avait intérêt parce que c'est comme quelqu'un l'a dit, c'est s'unir ou périr. Quoi qu'on dise, le CDP reste une force politique dormante, parce qu'à l'issue de l'insurrection populaire, il y a eu ceux-là qui vraiment qui sont restés attachés au CDP, tandis que d'autres ont préféré tourner la veste. Et il était vraiment important que ceux qui sont restés dans le CDP puissent taire leur guerre de leadership. Leur guerre de leadership qui, à un certain moment, s'était expliqué, parce que il y a, au-delà de cette guerre de leadership, cette guerre de génération, parce qu'il y a ces militants qui estiment être vraiment des militants de première heure, comme les Achille Tapsoba, qui veulent être en quelque sorte des conservateurs. Il y a aussi cette frange jeune qui soutiennent Eddy Komboyogo, qui estime que vraiment c'est l'homme du moment. Il faut le réhabiliter, parce qu'il avait un certain nombre de soucis avec la justice. Mais vous avez ces gens qui ont estimé que non, au moment où vraiment le CDP traversait des difficultés sous la transition, et le CDP même est passé sous menace d'être en quelque sorte dissous. Parce que un parti qui a été cité comme complice dans un coup d'État, et surtout à un moment où vraiment, vous savez que sous l'insurrection, on avait
un ministre de l'administration qui était un peu hors du commun dans ses principes, dans ses méthodes. Et le CDP aurait dû être dissous sous la transition et peut-être beaucoup de personnes n'auraient pas eu quelque chose à dire. Donc, certains estiment que si pendant cette insurrection, pendant cette période de coup d'État, s'il y a des gens qui sont restés et qui se sont battus, même sous la menace pour que le CDP puisse rester debout, ils ne peuvent pas comprendre qu'au moment où vraiment ils se battaient, le président en question soit hors du pays. Et c'est surtout c'est ça qui a créé la guerre entre vraiment la frange Edi Kombogo et ceux qui étaient derrière Achille Tapsoba. Mais quoi qu'on dise, il faut que le CDP... Tapsoba, il y avait Léonce Koné aussi. Léonce Koné, oui, voilà, qui était avec le camp Achille Tapsoba. Quoi qu'on dise, il faut que le CDP dépasse ça. Il faut que le CDP dépasse ça et que le CDP puisse dépasser aussi le stade de militants de la première ère et de militants de la 25e heure. Quand on prend par exemple aujourd'hui le président Patrice Talon, il n'est pas quelqu'un, un fin politique, c'est un homme d'affaires. Qui peut-être avait des liens avec des politiques, mais aujourd'hui, il faut cesser de dire que Edi Kombogo, il n'a pas l'expérience politique. Il faut taire les divergences pour accompagner, pour faire de telle sorte que ceux qui ont toujours confiance au CDP, qui sont dans les lieux reculés, qui sont dans les villages, puissent vraiment se retrouver, que la tête ne travaille pas à tuer cette force dormante qui constitue quand même toujours une force politique au Burkina Faso. Oui, Yassine Sanou. Non, c'est un débat interne au parti, la question des militants de 25e et de première heure, parce que lorsqu'on regarde aussi l'histoire du CDP, il y a eu toutes ces étapes-là. Vous avez des gens qui, donc, depuis donc, les années 90, ont donc travaillé avec leur propre parti à fonder ce qu'on a appelé l'ODPMT, travailler à ce qu'on aboutisse aujourd'hui au CDP, qui, de façon légitime peut-être, se dirait, parce qu'on avait eu le débat entre légitimistes et légalistes, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il se trouve légitime, en tout cas comme militant du CDP, après donc, le départ de certaines personnes, de prendre aujourd'hui la tête. Ceux-là sont considérés comme en tout cas des nouveaux venus, parce qu'ils sont venus après les années 2000, donc au sein du parti, même ce sont les dernières les élections législatives qui ont vu l'éclosion de certains d'entre eux. Je pense que c'est un débat interne au parti. Aujourd'hui, qu'est-ce qui arrange le parti? C'est peut-être aux militants de décider, et cela dépendra du rapport de force aussi de chaque parti entre militants de la 25e heure et militants de la première heure, qui est le plus fort aujourd'hui pour affirmer, pour imposer sa volonté. Il y a donc ce débat-là à mener à l'interne et à trancher avant le Congrès. Mais il y a une chose... Peut-être au cours du Congrès. Je pense que ça va être tranché avant, sinon le Congrès va être un ring plutôt qu'autre chose. Je pense qu'ils vont travailler donc, dans les rencontres de préparation à un peu préparer les esprits à ce qu'on aille vers ce tel candidat. Sinon, on va aboutir à deux camps qui s'opposent avec deux candidats et ça va être un ring. Je pense qu'ils ont intérêt, en tout cas, ils l'ont compris, si on encourage en tout cas l'union qui veut l'afficher, à travailler en tout cas à ce que le candidat soit le candidat unanime au sein de toutes les franges du parti. Mais il y a un fait que je voulais souligner, c'est un peu l'ambiance de ces conférences de presse, parce que de plus en plus, on voit un peu la volonté des partis politiques de communiquer. Mais lorsqu'ils organisent ces conférences de presse, c'est un traquenard pour les journalistes, parce que vous vous retrouvez une poignée entourée de militants qui, dès que le président tous, vous avez donc des hurrahs dans la salle. Et lorsque vous avez une question qui est plus ou moins pertinente, vous avez des réactions de désapprobation. Je pense qu'il faut que les partis travaillent eux-mêmes, en tout cas, et aussi l'association des journalistes aussi, à sensibiliser les partis. Nous avons son secrétaire général sur ce plateau. C'est pour ça que j'insiste sur ce point, parce que c'est le lieu aussi de le souligner. Il faut nécessairement avoir soit une action au sein de la presse qui va donc consister, si on arrive dans une salle et qu'on trouve plus de militants que de journalistes, à simplement quitter les lieux. Ce n'est pas un meeting, c'est une conférence de presse. Et aussi, il faut travailler à sensibiliser les partis politiques. Je ne pense pas, outre mesure, que la présence de ces personnes-là soit vraiment nécessaire à faire passer le message, plutôt même parasiter quelque part le message qui va être transmis. Donc, c'était juste sur ce point que je voulais profiter de la présence du secrétaire général de l'AJB. Oui, on va laisser intervenir le secrétaire général de l'AJB, même si cette émission n'est pas... C'est un débat de presse. Oui, c'est un débat de presse. Je n'ai pas été envoyé, mais enfin, en tant que journaliste, tout simplement, la question m'intéresse. Mais je dis aussi que l'AJB a déjà eu à se prononcer sur la question à d'autres occasions.
C'est un constat et c'est dommage. On n'arrive pas souvent à faire la différence entre une conférence de presse et une conférence publique. Voilà, il y a effectivement de ces conférences des partis politiques ou même de certaines organisations de la société civile, excusez-moi, où vous arrivez, vous posez des questions, quand ça plaît aux militants qui sont là, ils vous applaudissent, et quand ça ne vous plaît pas, c'est tout le contraire. Voilà, vous êtes sifflé ou bien même vous êtes carrément hué, ce qui n'est pas normal. Il y a de ces conférences où vous venez, où des militants veulent poser des questions. Ils ont préparé des questions qu'ils veulent poser pour avoir des réponses comme s'ils étaient des journalistes. Cela n'est pas normal. Donc je crois que c'est un appel aux partis politiques, aux organisations de la société civile aussi, pour certaines, à mettre de l'ordre dans cette organisation, parce qu'effectivement, nous, on a même envisagé par moment que si c'est nécessaire, des journalistes vont quitter la salle, parce que vous ne pouvez pas être là, être pris en étau comme ça par des militants, vous arrivez, il n'y a pas de... C'est même la sécurité absolument, intellectuelle, c'est la question de la sécurité l'état d'esprit, tout ça qui est menacé. Ça n'a pas été facile lorsque la liste du CDP et d'autres partis politiques avaient été invalidés par le Conseil constitutionnel sous la transition quand on s'apprêtait à aller aux élections. Il y a eu cette conférence de presse aussi du CDP où ça a été particulièrement très houleux. Effectivement, les journalistes se sentaient véritablement menacés avec la présence des militants et des questions qui n'étaient pas du tout à leur goût. Donc, c'est une préoccupation qui s'adresse à tous les partis politiques, à mettre de l'ordre, une conférence de presse. On a un présidium constitué par effectivement des gens délégués par la structure et puis on a des journalistes, point. Donc les militants n'ont pas leur place dans les conférences de presse. Et si ça se poursuit, les journalistes se réservent le droit. Ils vont prendre leurs responsabilités. Prendre leurs responsabilités, oser. Je voulais juste, permettez-moi de réagir par rapport au guerre leadership dont ça nous parlait. Elle est le reflet du dynamisme au sein du parti lorsque cette guerre reste toujours interne. Voilà, parce que lorsqu'elle est interne, il y a toujours cette lutte de positionnement, mais on a cette fâcheuse habitude qu'au Burkina Faso, des guerres internes se transportent sur le lieu public, de telle sorte qu'on assiste parfois à une scission, à des scissions au sein du parti. On en a assisté, on a vu au niveau de l'UPC, on a vu au niveau même de l'UNIR-PS avec la naissance de l'OPA. Si vraiment cette guerre de leadership au sein du CDP, elle est interne jusqu'à ce que le Congrès puisse choisir le président, nous disons que c'est bien, c'est le dynamisme de la démocratie. Maintenant, si elle arrive jusqu'à ce que vraiment les deux clans n'arrivent pas à se comprendre, c'est de ça nous voulons juste simplement dire que ça dénote quand même un certain nombre de choses et que la tête doit travailler à ce que la base puisse avoir confiance à cette tête. Oui, Yacine Sanou, on va aborder à présent le dernier sujet de ce débat de presse, toujours. Cette guerre en Côte d'Ivoire au sein du RHDP, le rassemblement des Zoufouétis, on le voit, la guerre froide au sein de la coalition RHDP est visiblement loin d'être terminée, surtout que le camp Ouattara a fait comme une sorte d'attaque groupée contre leur partenaire du PDCI-RDA et le PDCI-RDA qui lance la contre-offensive en menaçant de faire cavalier seul en 2020 si d'emblée les accords ne sont pas respectés. Est-ce qu'il faut craindre le retour du vieux démon que la Côte d'Ivoire a connu et qui a mis à mal peut-être l'unité et l'union dans ce pays voisin? Pour moi, pas pour l'instant. Je pense que pour l'instant, on est au stade de rapport de force entre les deux grands membres du rassemblement des Zoufouétis. C'est-à-dire que nous avons deux partis qui aujourd'hui essaient de se projeter sur la présidentielle, ne savent pas très bien qui sera donc le candidat. Donc ils essaient à chacun à son niveau d'actionner ces différents partis. On a eu bien sûr le clash
notamment du secrétaire exécutif du parti et du chef du secrétariat exécutif avec certains ténors du RDR. Mais pour moi, c'est vraiment dans ce titre, parce qu'aujourd'hui, la position qui va primer, c'est celle d'Alassane Ouattara et de Arikona Bédié. Pour l'instant, ces deux personnes n'ont pas encore clairement défini leur position. Qui sera le champion du RHDP donc, pour la présidentielle à venir. Je pense que c'est pour cela que les bases se frottent, essaient de se positionner aussi parce que derrière ça, il y a tellement d'enjeux. Il y a aussi les élections sénatoriales. Il y a tellement d'enjeux de positionnement, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit même de maillage donc, dans la sphère de gouvernance du pays. Donc, il y a aussi un peu en prélude le cas Soro qu'on essaie d'évacuer dès maintenant, parce que lorsqu'on a un rapport de force entre deux partis, on trouve un terrain d'attente et lui, il est mis à l'écart dans ce ordre d'idée. C'est-à-dire que dès que Ouattara et Bédié vont décider, donc vont s'asseoir, je pense que c'est là qu'on va aboutir. En tout cas, si tout reste dans ce stade de juste un clash médiatique, une sorte de meeting ou de grand show, comme ils aiment bien le faire, où l'un va adober l'autre, donc, et ils vont donc ensemble décider de qui sera le candidat. Mais cela met en même temps, donc pour moi, c'est aussi intelligemment fait pour mettre ces deux partis à un certain niveau, parce qu'on ne cache pas en tout cas la peur pour une candidature éventuelle de Soro. Donc il faut déjà mettre ces deux partis à un certain niveau, c'est-à-dire que de ces deux partis, à un moment donné, on se dit que le futur président viendra donc du rassemblement des Oufetis. Donc, il faut déjà travailler donc à hisser ces deux partis. C'est à travers des classes médiatiques ainsi, et aussi à travers un rapport de force interne. Oui. Boukari Ouba, est-ce que c'est votre avis également que cette guéguerre au sein du RHDP, pour l'instant, n'a pas atteint sa vitesse de croisière, si on peut le dire ainsi? Oui, bien sûr qu'elle n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, mais c'est maintenant que le débat doit se poser, sinon même qu'il se pose déjà depuis longtemps. Et ça, nous avons peur pour la Côte d'Ivoire. Et c'est normal d'avoir peur pour la Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire est toujours un pays en transition, peut-être depuis la guerre, sinon même peut-être faut remonter depuis la disparition de Félix Houphouët-Boigny. C'est un pays qui est toujours en transition, et que réellement peut-être on va pouvoir se situer qu'après le départ d'Alassane Ouattara, et donc tout va dépendre de comment Alassane va partir. Or, Alassane, il est venu, le successeur de Alassane, ça va nécessairement poser problème. Pourquoi? Parce qu'il faut regarder comment Alassane est venu. Alassane est venu plus ou moins soutenu par deux forces différentes. Il y a une force rebelle incarnée par Guillaume Soro, qui est aujourd'hui donc président de l'Assemblée nationale, et puis il y a la force politique incarnée donc par le PDCI, donc dont la mascotte, ou du moins c'est le premier responsable, c'est Arikona Bédié tout de même. Voilà. Sans Bédié, je ne pense pas que Alassane aurait pu gagner les élections, parce que tout de même, si on considère en tout cas qu'il a gagné les élections, le FPI, le RDR et le PDCI, c'était quand même trois forces plus ou moins équilibrées. Donc on va aux élections, et puis il y a un second tour, et il y a les deux forces politiques qui se coalisent. Donc naturellement, on peut mathématiquement dire que ces deux forces-là peuvent gagner devant le FPI, et c'est ce qui est arrivé. Maintenant, il ne suffisait pas de gagner les élections et puis d'aller s'installer à la présidence. On a vu tout ce qui s'est passé. Et là, pour que réellement Alassane soit investi, il aurait fallu qu'il y ait Soro et ses hommes. Donc ces gens-là ont travaillé nécessairement, sans compter de ce qui s'est passé avant même qu'on en vienne aux élections, la question de la rébellion et de la guerre. Donc ces gens-là ont joué pour que Alassane soit installé. Donc les postes ont été partagés un peu comme vous le voyez aujourd'hui, mais ça ne s'arrête pas là. Chacun a ses ambitions. Donc si Alassane a été candidat, naturellement qu'il y a eu des accords secrets qui prévoyaient qu'après lui, peut-être que l'autre candidat viendrait du PDCI. Donc le RHDP, jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas un parti. Ce n'est pas un parti politique, c'est un rassemblement. Justement, c'est là que le problème se pose, puisque le camp Ouattara veut qu'on ait un parti unifié. Oui. Et le camp PDCI, avec Jean-Louis Billon, qui est le porte-parole du Vous parti. Vous savez, jusqu'à demain, si le PDCI, du moins le RHDP, devient un parti, ça sera un parti avec deux branches. À l'intérieur, on va toujours savoir qui vient du RDR, qui vient du PDCI. Donc, on ne va pas continuer à aligner les candidats de l'aile PDCI ou bien de l'aile RDR.
Donc, ça va être toujours une sorte d'alternance à l'intérieur. Justement, et le camp PDCI estime que s'il doit y avoir parti unifié, ce serait après l'alternance de 2020. Oui, puisque en 2010, il semble qu'il y a eu des accords pour que le candidat du RDR puisse briguer 2 mandats qui lui sont consacrés par la Constitution ivoirienne. Exactement. Et après, ce serait le tour du PDCI de pouvoir proposer son candidat. Oui, mais aujourd'hui, c'est comme si tout ça, on a remis les choses à zéro. Parce qu'avec la nouvelle Constitution, et quand vous regardez cette nouvelle Constitution, vous vous demandez pourquoi. Pourquoi il aurait fallu qu'on adopte cette nouvelle Constitution si réellement ce n'est pas pour un 3e mandat pour Alassane Dramane Ouattara? Moi, je ne comprends pas. Donc, il y a toujours cette grosse interrogation sur Alassane Dramane Ouattara et je crois savoir que récemment, il a eu une sortie qui laisse penser justement parce qu'il a dit qu'en politique, on ne dit jamais, jamais. Il ne faut jamais dire jamais. Donc, en parlant de son éventuel 3e candidat, éventuelle 3e candidature, donc c'est pour dire qu'il faut attendre à l'approche des élections pour voir. Donc, c'est pour dire que rien n'est encore décidé. Et je crois que Alassane, c'est là où il doit jouer. Celui sur qui Alassane compte éventuellement continuer à avoir cette unité, c'est Bédié. C'est la seule personne, véritablement. C'est-à-dire que des gens à l'intérieur du PDCI, s'ils veulent, ils peuvent quitter le PDCI, mais le gros morceau restera toujours autour de Bédié, tant que ce vieux-là, il est là. Voilà. Oui, osez. Oui, je pense que 2020 se profile avec vraiment plusieurs équations en Côte d'Ivoire. Et comme l'autre l'a dit, il faut vraiment prier pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, cette guéguerre médiatique au sein du RHDP est vraiment signe de ce qui va peut-être, ce qui va vraiment sera vraiment au centre du débat politique en Côte d'Ivoire autour de 2019, fin 2018-2019. Parce qu'aujourd'hui, Alassane est partagé entre vraiment 2 forces politiques, comme on l'a dit. Le camp politique PDCI qui a accompagné Alassane Ouattara pour qu'il puisse parvenir au pouvoir. Et ensuite, vous savez qu'en 2015, il y a eu cet appel de Daoukro où vraiment le président du PDCI a appelé le RHDP à accompagner Alassane Ouattara jusqu'en 2020 et les accords tacites étaient qu'en 2020, le candidat du RHDP sera issu du PDCI RDA. Et il y a ensuite ce camp, je ne sais pas, bras armés qui semble être les rebelles qui ont porté Alassane Ouattara, en quelque sorte, qui ont créé les conditions pour que vraiment Alassane puisse arriver au pouvoir, incarné aujourd'hui par Guillaume Soro. Et Guillaume Soro aussi joue son avenir politique à travers ces accords, peut-être qu'il a eu avec Alassane Ouattara en termes de l'alternance. Donc aujourd'hui, Alassane, vraiment, il doit être fin stratège. Et comme on l'a dit, jusqu'à présent, Alassane n'a jamais dit qu'il ne va plus se représenter parce qu'en politique, les variables politiques ne sont pas comme des variables mathématiques, 2x plus 5 égale là. Non, tout peut changer et les conditions et je ne sais pas. Il aura besoin de terminer des chantiers. Bon, terminer les chantiers, c'est trop dit, mais c'est peut-être finir ces ponts. Et puis peut-être les circonstances de 2018-2019, tout peut évoluer politiquement en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas exclu que Alassane puisse se présenter. Et s'il y a explosion, s'il y a clash au niveau du RHDP, celui à qui ça va profiter, moi je pense que c'est Guillaume Soro. Oui, c'est Guillaume Soro parce que j'allais en venir. Voilà, c'est Guillaume Soro que ça va profiter. Oui, c'est votre avis également, Yacine Sanou, que peut-être tout cela va arranger le camp Soro. Je ne pense pas que ça va prospérer. Je suis convaincu. N'oublions pas que le FPI aussi, c'est une force politique. Justement, je suis convaincu que, comme l'on dit, l'union fait la force. Ces 2 parties sont aussi conscientes qu'aller de part et d'autre aux élections vont impliquer certaines mesures qu'ils n'ont pas peut-être actuellement. Donc je pense qu'à un moment donné, ils vont trouver un juste milieu parce qu'il faut ici, à l'intérieur, beaucoup sont opposés en tout cas à une éventuelle candidature de Soro. Donc il faut travailler à avoir une certaine union si on veut contrer que ce soit une candidature de Soro
nationaux, que ce soit l'ex-parti au pouvoir, le FPI. Donc je pense qu'à un moment donné, les deux partis, comme je l'ai dit, la chose reste dans les mains de Alassane Ouattara et d'Ali Korabédié. Mais je pense qu'à un moment donné, ils vont donc faire une sortie et taire donc ces clashs médiatiques qu'il y a donc entre les bases électorales, entre les bases des deux partis. Oui, voilà, c'est tout pour le débat de presse de ce dimanche. L'heure qui nous a été donnée est arrivée. Et juste pour signaler ce matin le décès de Jean-Baptiste Natama, candidat malheureux à la présidentielle de 2015. Natama est décédé ce matin des suites de maladie, semble-t-il. Il était notamment très actif sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est un ancien de Britannique militaire du cas Diogo, et il a été également le secrétaire exécutif du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation des pairs, avant d'être au directeur des cabinets de la présidente de l'Union africaine. Et donc, toutes nos condoléances à sa famille, à sa famille biologique et à sa famille politique, et à tous ceux qui le portaient dans leur cœur. Voilà, c'est tout pour le débat de presse. Sont venus pour le débat de ce matin Lassane Ozewedraogo de Sidoaya, merci d'être venu. Yacinthe Sanou de Omega FM et Boukari Ouba de Mutation. Ladibama, certainement, qui n'a pas pu venir, on le retrouvera la semaine prochaine pour d'autres débats. Merci et à dimanche prochain pour un autre dimanche de débat. Au revoir.